Test, 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 son. Test, 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 son. Quel stress. Comment ça, le stress هيك باش نشوف. Alors, salam alaikum. Bonjour, je vous remercie d'être tous présents. Je remercie Sirki Sami, qui est directeur RSE RH international dans le groupe Managem, ainsi que pilote du groupe de travail entreprise et droits de l'homme à la CGEM.
Je voudrais remercier aussi Monsieur Shakir pour sa présence, qui est professeur de géochimie et qui est un membre actif du conseil d'administration du centre de développement de la région de Tinsift Marrakech. Et je voudrais ainsi remercier ses accompagnateurs, messieurs Brahim El-Shgar ou Bariq Belqadi ou Ibrahim Beslam. تنشكركم على الحضور. شكرا. Et nous attendons incessamment sous peu Madame Touria Al-Harash, qui devra prendre part à ce débat, à cette table ronde plutôt, qui s'articulera autour du thème de l'entreprise et des droits de l'homme au Maroc. Comme vous savez tous, vous savez que la mondialisation, le contact... Ça n'a pas encore commencé la traduction. Que la mondialisation, le contact direct des entreprises avec la population, la privatisation sans cesse grandissante et souvent l'effacement du rôle de l'État ont conduit la communauté internationale à admettre le fait que les entreprises, comme les États, ont un grand rôle à jouer dans le respect des droits de l'homme. Donc, en effet, les activités des entreprises ont souvent des impacts positifs sur les droits de l'homme, mais peuvent également avoir des impacts négatifs sur les différents droits de l'homme internationalement reconnus, tels que le droit à un environnement sain, les droits fondamentaux au travail, le droit à la santé, le droit au respect des libertés individuelles, ou encore le droit à la propriété, dont on verra un exemple concret avec le témoignage de M. Brahim El-Shgar et M. Belqadi et M. Beslam, où leur droit à la propriété, notamment, a été pas violé, mais on va dire impacté négativement par les activités d'une entreprise. Comme vous savez, ou que vous ne savez pas, je ne sais pas, vous savez qu'afin d'encourager les entreprises à respecter les droits de l'homme, l'ONU a adopté en 2011 à l'unanimité un cadre de référence qui s'appelle les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et qui représente le cadre de référence en la matière. Donc ces principes s'articulent autour de trois piliers, à savoir le pilier numéro 1 qui est l'obligation de l'État de protéger les droits de l'homme. Le deuxième, qui est la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme. Et le troisième, qui est de faciliter, le devoir de l'État d'offrir des mécanismes de réparation, la réparation aux victimes des violations des droits de l'homme. Alors, on a très souvent le troisième pilier, donc qui est celui de l'accès des victimes à la réparation, a été appelé le pilier oublié parce que pendant longtemps, on a focalisé surtout sur l'obligation des États de respecter le devoir l'obligation des États de protéger les droits de l'homme, ainsi que le devoir des entreprises de les respecter. Mais on a souvent oublié l'accès des victimes à la réparation, et sachant que sans accès des victimes à la réparation, on peut considérer que les deux premiers piliers, à savoir l'obligation de l'État de respecter, de protéger les droits de l'homme ou l'obligation des entreprises de respecter, sont vidés de leur sens s'il n'y a pas d'accès effectif à la réparation. D'ailleurs, dans le cadre de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous pouvons citer l'article 8 qui est ici mentionné, qui rappelle encore une fois l'importance pour les victimes d'avoir un accès, des victimes de violation des droits de l'homme, d'avoir un accès à un mécanisme de recours effectif. Donc, brièvement, mais maintenant je voudrais que je me tourne vers Monsieur Shakir. Je voudrais que vous nous présentiez votre expérience positive par rapport à la réparation des victimes. Je voudrais que vous nous présentiez, ainsi que vos compagnons, si vous voulez, bien votre expérience. Et merci. Bonjour tout le monde. Vous savez tous comment quel le degré d'importance de l'autoroute qui lie Marrakech
à Agadir. Et nous sommes venus pour témoigner le tronçon qui va de Chichawa à Imintenout. Ce tronçon a été, disons, travaillé, où tout le monde était content parce qu'il voit que l'autoroute va passer. Il va, au point de vue infrastructure, c'est important, économique et même pour diminuer le nombre de victimes de l'autoroute, etc., des routes nationales. Mais après les travaux, durant les travaux, il y avait beaucoup de dégâts pour les riverains de cette autoroute. Et les habitants riverains ont essayé de se porter plainte et de faire des requêtes pour différentes responsables, surtout disons l'autorité locale et les autres responsables, mais ils n'ont pas trouvé d'écho sur leur zone. Ils n'ont pas trouvé d'écho. Finalement, nos associations locales se sont réunies. On s'est adressé au centre de développement de la région de Tinsift, que je représente ici, et nous avons fait une requête. Nous avons d'abord ramassé les requêtes individuelles, et après nous avons fait une requête globale sur laquelle nous avons cité 8 points importants, surtout ce qui concerne l'eau, l'irrigation et surtout les canalisations qui étaient avant l'autoroute. Nous avons d'abord constaté que les sociétés qui travaillent, ils ont un peu le mépris pour les intérêts des riverains. C'est très visible. Et après, nous avons fait une requête et nous avons contacté un bureau de la Banque africaine qui finance ce tronçon. Et ils nous ont expliqué qu'ils ont un bureau qui s'appelle le mécanisme indépendant d'inspection. Et c'est ce bureau-là qui a reçu notre requête. Et finalement, ils sont venus voir est-ce que nos plaintes sont fondées sur les bases, disons, concrètes. Et ils sont venus évidemment plusieurs fois. Et ils ont constaté que les dégâts sont visibles, surtout les dégâts qui concernent les passages d'un côté à l'autre de l'autoroute et les sources d'eau qui ont été détruites, et aussi les canalisations de l'eau qui passaient normalement pour irriguer les autres terres derrière l'autoroute. Ils sont coupés. Finalement, ils ont été convaincus que notre requête est fondée et ils ont obligé la société de l'autoroute de nous écouter. Mais avant, ils ne nous écoutaient pas du tout. C'est dommage pour nos associations, nos sociétés surtout de construction et de l'autoroute. Finalement, on est arrivé à se parler et ils ont accepté de résoudre quelques problèmes. Et effectivement, ils ont résolu les problèmes des canalisations, ils ont résolu aussi quelques problèmes de passage, parce qu'il y avait beaucoup de riverains qui sont d'un côté et leurs terres cultivables de leur côté, ils ne peuvent pas passer, ils n'ont pas mis des passages adéquats pour passer. Mais de toute façon, on a quand même pu résoudre le problème pacifiquement sans faire recours à la justice. C'est tout ce que je peux vous dire. S'il y a des questions, on peut répondre à ces trucs. Merci. Merci, Monsieur Chaker. Alors, est-ce que c'est possible, si Chaker, d'avoir le témoignage de Sil Chaker ou là de Sibel Qadi?
de voir comment, quelle a été leur démarche. واش ممكنكم عافاكم تقولوا لنا كي السلام عليكم. السلام على مجلس حقوق الإنسان. المشكلة لتروت درنا غسيدي كل شيء ولا إني إفلاغ إكرام الضرر يخشن. نعم هكا. السلام عليكم. نعم سيدي اللي جاءوا لتروت عنا دوزوا سيدي الطريق مزيانة وخلاو لنا شي حاجة خايبة هي الماء والسوايقي والطرقان. ملي كنمشيو عند السلطات كنشكيو عليهم ما كان اللي كيجاوبنا. ملي كنمشيو عند السلطات ما كان اللي كيجاوبنا. والجمعيات ديالنا داونا المركز جهة تنزيفت هما اللي لقاونا مع البنك الافريقي. البنك الافريقي شكينا عليه دابا غير وصل عندكم. والسلام عليكم. سي بالقادي عافاك سامح لي بغيت نعرف واش هاد الشركه ملي جات تبني هاد الطريق واش تشاوروا معاكم واش جلستيو معاهم قبل ما يجي ما تشاوروش معنا. اوكي ما تشاوروش معنا واخا شكرا صافي. ملي دوز الطريق راه مزيانه ولكن يخسروا شحال من حاجه معلوم. خسروا السواقي وخسروا واحد العين وخسروا الاملاك ديال الناس وخسروا الطرقان. ودابا باقي شي حاجه صوبوا شي حاجه باقي شي حاجه. شكرا سيدي. Pour ce qui concerne la question اللي طرحتيها على شنو هي ديال la question que vous avez posée là tout de suite là. Oui, je voulais savoir si l'entreprise qui est venue pour construire cette route est en amont et a prévu des réunions avec la communauté locale, leur a demandé leur avis, a recueilli leur témoignage. Est-ce que c'est un projet qui a été fait en consultation avec les riverains et la communauté locale, comme l'exigent les principes directeurs des Nations Unies d'ailleurs? Effectivement, il y avait... ils ne consultent pas les associations du tout. Ils consultent surtout les communes. Et vous savez bien comment ils sont les communes dans ces bleds. Des communes, la majorité des présidents des communes sont des ignorants, des gens qui sont là pour la forme, quoi, mais pour leurs intérêts peut-être. Mais ils ont vraiment pas écouté tous et c'est eux qui ont laissé la carte blanche pour les sociétés, parce qu'il y avait deux sociétés à partir de Chichaoua jusqu'à Emin Tanout. Il y avait une société turque et une société portugaise qui s'appelle Technovia. Évidemment, les gens de cette société, de ces sociétés de construction, quand ils trouvent une bonne coopération, une bonne collaboration avec les présidents des communes, ils font ce qu'ils veulent dans les terres. Voilà. Madame Al-Harash, Madame Al-Harash, مرحبا بك. شكرا على الحضور ديالك. Alors, vous avez raté un peu le début du débat. On a présenté une expérience positive de cas où des riverains, victimes d'un projet d'une entreprise, ont réussi à avoir une réparation, ont réussi à obtenir une réparation par le biais de la société civile. Vous, en tant que, si je puis dire, syndicaliste chevronné, comment vous voyez le rôle des syndicats dans le contexte de l'entreprise et des droits de l'homme pour faciliter l'accès des victimes à la réparation et aux remèdes effectifs? Comment vous voyez votre rôle? Ou est-ce que vous avez des cas ou des expériences positives où l'intervention d'un syndicat a pu aider les victimes d'une réparation, essentiellement en matière de droit du travail évidemment, puisque c'est le sujet, mais est-ce que vous avez des expériences positives à nous présenter dans ce sens? Ou là, est-ce que vous avez des recommandations ou des pistes qu'on pourrait approfondir pour voir quel est le rôle que le syndicat pourrait jouer dans ce domaine? Tout de suite. D'abord, moi je tiens à remercier quand même le CNDH de nous avoir réunis aujourd'hui
autour de ce thème qui est l'entreprise des droits de l'homme. Et donc, quelque chose qui va au-delà de ce qui est restreint, c'est-à-dire qui reste dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre de problèmes conflictuels, qui sont parfois au quotidien. Donc pour nous, quand on parle en tant que syndicat aux droits de l'homme, donc les droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus au niveau de l'ONU, parce que l'ONU s'intéresse à ce sujet de près, l'OIT, donc il y a le respect des ce qu'on appelle les conventions fondamentales. Et ces conventions fondamentales, comme vous les connaissez, elles traitent l'égalité des salaires et de traitement, le travail forcé, le travail des enfants, le traitement dans le salaire, l'égalité dans les salaires et dans le traitement. Et aussi, donc, il s'occupe aussi, quand on parle de droits de l'homme, c'est le droit de négociation, d'organisation. Et bien sûr, tout cela regroupe plusieurs facteurs, notamment les conditions de travail, le salaire. Et c'est aussi un sujet qui touche les trois partenaires. Il touche les entreprises, comme il touche les syndicats, comme il touche bien sûr aussi les organisations des entrepreneurs. Concernant le cas que je vais vous citer, c'est le cas, bien sûr, de plusieurs entreprises qui ont eu des problèmes au niveau du Maroc et pour une plantation peut-être, et aussi pour la gestion quotidienne de leurs affaires, et qui ont sollicité des autorités publiques, qui ont sollicité des organismes, qui nous ont sollicité en tant que CDT. Nous nous sommes déplacés à Tanger, je me rappelle très très bien, parce que c'était une multinationale, et comme vous le savez tous, les multinationales, ils ont une clause, ce qu'ils appellent la clause sociale, et qui est d'une très grande importance. Et donc, comme nous, comme syndicalistes de la CDT et comme responsables, nous avons la conviction que tout pourrait se régler dans le cadre de l'écoute et du dialogue. Et nous étions à l'écoute de ce patron, de Marks & Spencer, je vais citer la marque, pour lui faire de publicité. Et nous avons, bien sûr, aidé et les uns et les autres à s'écouter. Et donc le conflit était un conflit d'abord de la compréhension, comme c'était une multinationale, parfois il y a des difficultés de compréhension de la culture locale. Et c'était aussi des problèmes d'intermédiaires, c'est-à-dire ce sont des organismes d'intermédiaires entre le patronat et entre les travailleurs. Donc, nous avons traité le problème avec lui, allé voir les autorités ensemble et régler un conflit qui était un conflit de concurrence pour lui. Donc, cette multinationale avait son cas était un cas positif concernant le respect des droits des travailleurs, leur salaire, leur traitement et aussi leur rémunération et l'égalité. Mais malheureusement, parfois nous nous trouvons devant des entreprises qui ont et ça concerne beaucoup les multinationales, qui ont des traitements selon le géographique et selon aussi les pays où ils opèrent. Par exemple, une multinationale qui va en France, elle va pas se permettre le luxe de bafouer les droits de l'homme, notamment le droit d'un salaire décent. Parce que tout cela s'inscrit dans le travail décent. Et quand on parle des droits du travail décent, on parle bien sûr de la négociation, on parle du salaire, on parle du traitement, on parle des indemnités et on parle aussi de la situation et du bien-être du travailleur. Et donc, la multinationale, quand elle vient dans des pays où elle pense qu'elle pourrait bafouer les droits des travailleurs, bien sûr, elle y va et à fond. Et c'est pour cela que nous disons au niveau de la CDT que la meilleure solution pour veiller, parce que là, pour ce sujet que nous traitons aujourd'hui, qui
qui est les droits de l'homme dans l'entreprise, il y a beaucoup d'écrits, comme j'ai dit. Et il y a beaucoup de déclarations de l'OIT, comme la déclaration sur la justice sociale, la déclaration du respect des droits de l'homme dans les entreprises multinationales. Il y a aussi le travail décent qui était une déclaration commune et tripartite. Et tout ce que je dis est tripartite. Et aussi, dernièrement, pour les objectifs du millénaire 2030, et qui parle du travail décent et qui est parmi les piliers, justement, du développement. Nous disons que le dialogue social, les conventions collectives et aussi les conventions collectives, le dialogue social et les déclarations communes entre les entreprises et les travailleurs est d'une grande importance. Et le rôle, comme la constitution marocaine le dit et le stipule clairement, doit jouer son rôle de régulateur et de veiller sur l'application de ces droits à travers justement les conventions et le dialogue social qui, bien sûr, demandent une culture. Et parfois, nous le disons en tant que CDT, nous disons que nous, au niveau du Maroc, il y a beaucoup de choses que nous faisons au niveau législatif, au niveau aussi de l'adhésion aux traités internationaux sur les droits de l'homme et sur les droits des travailleurs, mais parfois, il faut quand même qu'il y ait une évolution dans la culture du dialogue. Comme vous le savez, nous, en tant que Confédération démocratique du travail, nous sommes aussi affiliés à la Confédération syndicale internationale. Et bien sûr, nous adhérons aussi à la demande de la secrétaire générale qui, dernièrement à Genève, dans le cadre de l'ONU, dans le débat sur les droits de l'homme, nous demandons à ce qu'il y ait un traité international sur les droits de l'homme dans l'entreprise et qui prendra bien sûr en référence toutes les pratiques, les bonnes pratiques qui se font au niveau international. Ça sera d'abord une convention qui sera respectée par les trois partenaires qui sont les gouvernements, les syndicats et bien sûr les associations d'entrepreneurs. Et nous allons tous nous pencher sur les bonnes pratiques. Peut-être qu'on va trouver de bonnes pratiques au Maroc, qui sait. Mais nous avons actuellement les pratiques de la France. Sammy va nous donner des exemples de bonnes pratiques. Les pratiques, bien sûr, des Pays-Bas et quelques pays d'Europe, parce que l'Europe reste toujours dans le référentiel international de droit social, un référentiel sur le respect des droits de l'homme. Ce que je dirais aussi, pour finir et conclure, c'est que moi je considère que le CNDH est aussi un espace qui pourra jouer un rôle de rapprochement et de facilitateur de dialogue entre les trois partenaires qui sont concernés par les droits de l'homme dans l'entreprise. Et donc, ce que j'espère, c'est que cet espace-là qui nous a été ouvert aujourd'hui en ce moment pourrait aussi avoir comme conclusion de nous pencher tous ensemble pour travailler sur le dossier, bien sûr, des droits de l'homme dans l'entreprise, parce que c'est quelque chose qui concerne la prospérité de l'emploi, c'est quelque chose qui concerne l'emploi pour tous, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un encouragement de l'emploi, la protection sociale, et aussi qui concerne le bien-être. Et bien sûr, quand il y a des entreprises qui ont de garanties sont en situation plutôt confortable et de confiance, et ainsi que les syndicats, ça ne pourrait qu'augmenter la croissance, le développement. Et c'est le souci que nous avons. La productivité aussi. Oui, la productivité, la formation, parce que ce sujet-là, il regroupe plusieurs volets. Malheureusement, peut-être qu'on n'aura pas le temps de se pencher sur ça, mais on pourrait éventuellement les traiter ensemble après. Et merci infiniment. Merci à vous. Donc vous voyez le rôle du syndicat comme facilitateur de dialogue entre les parties. Oui, d'accord. Oui, les syndicats, non seulement ils veulent
le dialogue et doit jouer ce rôle de dialogue. Mais malheureusement, c'est pas le syndicat qui invite à un dialogue, donc ce sont les gouvernements. Et aussi, nous sommes convaincus et nous formons nos adhérents à dialoguer et à négocier. Parce que tout le monde connaît l'histoire du syndicalisme au Maroc. À un certain moment, c'était un syndicalisme qui était basé sur la confrontation. Exact. Actuellement, et bien sûr, après, il y avait au niveau de l'histoire du Maroc, un moment où il y a eu, bien sûr, une certaine ouverture démocratique où nous sommes allés vers la construction. Et comment construire ensemble? Comment allons nous œuvrer en tant que syndicat et bien sûr en tant qu'entreprise? C'est là qu'on a commencé aussi à entendre parler de l'entreprise citoyenne. Comment allons-nous tous ensemble œuvrer pour le développement du pays, œuvrer pour qu'il y ait plus de croissance, une croissance qui impacte sur le citoyen? Comment faire du citoyen, comment est-ce que le citoyen soit au cœur de toutes les politiques publiques au niveau de notre pays? Okay. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, madame. Alors, monsieur Khissame, je me tourne vers vous en tant que DRH d'une grande entreprise. Est-ce que je peux la citer? Managem et en tant que pilote du groupe d'entreprises et droits de l'homme à la CGEM. J'aimerais savoir quels sont, vous, du point de vue de l'entreprise, avoir votre regard du point de vue de l'entreprise, quels sont les moyens ou les mesures mises en œuvre au sein de l'entreprise pour assurer que vos activités, d'une, n'aient pas d'impact négatif sur les droits de l'homme, ou le cas échéant, parce qu'il y a des impacts qui sont inévitables malheureusement, qu'est-ce que vous mettez en place au sein de l'entreprise comme mécanisme de réclamation, de recours afin d'éviter des procédures judiciaires coûteuses, souvent longues? Quels sont les exemples de bonnes pratiques ou de choses, de mesures que... Merci. Merci beaucoup, Zaha. D'abord, merci. Je tiens à remercier le CNDH d'avoir invité la CGM, la commission RSE de la CGM, et mon entreprise, le groupe Managem, à prendre part à cette rencontre et à ce débat. Bon, le concours des circonstances est que je suis membre du groupe de la commission RSE de la CGM, pilote du groupe de travail entreprise et droits de l'homme. Et en même temps, je suis directeur RSE et RH à l'international du groupe Managem. En réponse à la question, j'aimerais revenir juste à quelques éléments de cadrage, si vous permettez, pour enrichir le débat. Et je reviendrai à la fin à un exemple d'illustration, pas forcément de gestion de conflit, mais comment on peut structurer une démarche de façon à éviter les problèmes, être proactif et éviter les problèmes, tels que le cas qui nous a été présenté par les collègues ici présents. Les trois piliers des principes directs de l'ONU sont très connus. Il y a tout l'aspect le respect des droits fondamentaux des droits de l'homme par rapport aux instances qui font partie de l'État, avec E majuscule. Donc il y a une responsabilité de l'État. Le deuxième pilier concernant les entreprises, le secteur privé. Mais il faut aussi voir le mot entreprise au sens large. Il n'y a pas que le secteur privé, il y a des entreprises et établissements publics aussi qu'il faut mettre en avant. Et le troisième pilier qui est plus important, et je vous félicite de l'avoir cerné, le mettre en avant dans la note ou bien dans la préparation de cette table ronde, c'est les voies de recours. Des fois, le recours législatif ou judiciaire n'est pas seulement suffisant. Donc le rôle des partenaires sociaux comme les syndicats, le rôle de la société civile, le rôle des instances de médiation sociale qui aussi jouent un rôle très important dans ce processus. Au niveau de la CGM, un travail qui a capitalisé toute une expérience de plusieurs années pour pouvoir formaliser et normaliser toute cette démarche depuis la création de la commission RSE et de la commission emploi et relations sociales aussi, avec je crois la semaine prochaine, il y aura la signature de la charte entre la CGM et les 4 centrales syndicales les plus représentées, une charte sur la création d'un fonds de médiation sociale. L'idée, c'est de diriger et de développer aussi le rôle à la fois de la Confédération de représentants du patronat et les partenaires sociaux, les syndicats, pour pouvoir jouer un rôle de médiation
et répondre à toutes les contraintes et les conflits, que ce soit essentiellement en interne des entreprises. Le deuxième volet, c'est les mécanismes que l'organisation, la CGM, a mis en place pour assurer la veille de la RSE. Parce que le respect des droits de l'homme, essentiellement, c'est une responsabilité, ce qu'on appelle maintenant les principes de responsabilité sociale ou sociétale, pour être large du terme, de l'entreprise. Donc les mécanismes de veille, bien évidemment, il y a la charte, il y a pas mal de principes directeurs qui ont été fixés, mais il y a des mécanismes de labellisation ou de certification des entreprises. Cette labellisation RSE, qui a commencé depuis quelques années, mais qui est soumise à un audit indépendant externe, qui peut être au début une récompense à l'entreprise qui a assuré une amélioration de sa façon de faire pour avoir le label et se démarquer sur le marché, que ce soit national ou international. Mais le risque, ou bien pas le risque, mais le défi, plutôt le challenge, c'est de maintenir le niveau d'engagement dans ce niveau. Donc ces audits indépendants qui sont faits avec des cabinets indépendants qui devraient pousser l'entreprise à assurer la continuité de son engagement. Et par conséquent, non pas seulement travailler au niveau déclaratif, en termes de charte, d'engagement, de politique, mais asseoir une organisation fiable de façon horizontale pour pouvoir assurer le respect des droits de l'homme à tous les niveaux de chaîne de valeur du travail de l'entreprise, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Le troisième volet, c'est l'exemple pratique. L'entreprise que je représente, elle travaille dans un secteur qui est très connu, c'est le secteur minier, et qui est source de tension par la nature de son activité. Exact. Une industrie extractive, dans les zones d'implantation, c'est une industrie qui a un impact, qu'on le veut ou non, sur l'environnement, sur le vécu quotidien des populations. Donc comment asseoir une organisation, une politique proactive pour prévoir et prévenir en cas de conflit ou de source de conflit et apporter les éléments de réponse en amont avant de prévenir retrouver, en fait avant de se retrouver dans une situation de réparation individuelle ou collective. Là, il y a le volet de la législation. Touriya Al-Haj, tout à l'heure, elle a parlé des multinationales avec des positions différenciées au niveau des pays d'implantation. Le recours, s'il est fait au niveau de la loi nationale, des fois notre loi, notre cadre réglementaire n'est pas au niveau du standard international. Mais il y a des entreprises internationales de la Suisse, par exemple, là où il y a le droit de recours au niveau du tribunal de l'entreprise d'origine, au niveau des pays d'origine. Là, ça exige, au niveau, n'est-ce pas, ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, l'obligation de s'aligner, non pas seulement sur la loi nationale, qui généralement elle est en deçà du standard international, mais elle doit s'aligner sur le standard international, même si son pays d'origine est à l'étranger, même si elle exerce dans un pays d'implantation qui n'a rien à voir avec le cadre législatif. Là, l'institutionnel, comme le CNDH, les organes de veillance devraient travailler pour développer ce cadre législatif et faire valoir le rôle ou bien la place cruciale que devaient avoir les droits économiques, socio-culturels au niveau de tout le dispositif. Et je crois que cette recommandation, bien cette idée tombe parfaitement avec le dialogue et la discussion en cours sur le plan national des droits de l'homme, etc. Au niveau de l'entreprise, le cas de l'entreprise que je représente, le processus, il démarre bien évidemment en avant. Et il y a toutes les études d'impact, le cas de Sibel Qadi, je crois, qui l'a cité, une entreprise qui est venue pour assurer une autoroute. Bon, il a eu l'impact tout de suite sur l'activité agricole. L'activité agricole au niveau de la concertation avec les populations riveraines, avec les acteurs qui sont présents sur les zones, devrait être une condition sine qua non avant de démarrer même la réflexion du projet. D'ailleurs, dans le processus, vous l'avez constaté, que les partenaires, ils ont contacté la Banque africaine de développement pour les informer qu'il y a un organe intermédiaire, indépendant, d'inspection et de contrôle, pour faire recours. Là, heureusement, parce que ce projet était financé par un fonds de financement international. C'est le même cas, mais s'il y avait un financement au niveau national, peut-être cet organe n'aurait pas existé, on n'aurait pas assuré la fonction de recours. Tout à fait. Au niveau des études d'impact que nous menons, il y a dans la loi au Maroc ce qu'on appelle les enquêtes publiques. Ouais. Tu réalises l'étude d'impact environnemental et social, tu donnes tout ce qui prouve que tu vas limiter l'impact sur l'environnement, sur les ressources, la flore, sur les ressources de l'eau, etc. Tu mets en avant quelle est ta contribution en termes de création de valeur ajoutée et de valeur partagée avec les communautés locales, parce qu'il faudra préserver l'écosystème des zones d'implantation. Mais
Et il y a une enquête publique qui est ouverte à toute la population s'il y a des objections à cet investissement. Et si des objections sont formulées, ça veut dire que c'est l'arrêt du projet avant sa naissance. Ou bien je dirais à sa naissance. Ensuite, le deuxième volet que nous avons mis en place, c'est l'organisation, la déclinaison de la politique RSE au niveau du groupe. Il y a une phase en amont, pendant l'exploitation ou bien pendant l'activité. C'est toute l'organisation qu'on a mis en place, en mettant en place au niveau de toutes nos zones d'implantation, et ça a été la recommandation de nos partenaires de la société civile, des interlocuteurs uniques en la matière. C'est-à-dire des agents sociétaux spécialisés qui connaissent très bien le contexte des zones d'intervention, qui sont les seuls interlocuteurs. Pour ne rien vous cacher, un ingénieur au niveau de la mine, peut-être il est concentré sur le travail quotidien de production. Mais des acteurs de développement, si vous voulez, recruter des tissus associatifs qui ont de l'expérience et qui sont eux l'interlocuteur, et la mise en place, ce que les standards internationaux recommandent, des mécanismes de gestion des doléances. Exact. La gestion des doléances de façon quotidienne pour assurer un suivi de l'impact de ton activité, parce qu'il se peut qu'il y ait des impacts non prévus ou des impacts qui n'étaient pas prévisibles au début. Alors le poste c'est le plus important. Après activité, le gisement n'est plus là, une mine qui risque de fermer. Quel est le programme de développement durable que tu vas mettre en place? Déjà la création d'une mine au niveau des zones d'implantation, c'est déjà une création de valeur ajoutée parce qu'il y a le désenclavement, l'électricité, l'eau, ça c'est une valeur. Mais la dépendance de la communauté à cette activité économique risque de créer un problème ultérieur après fermeture ou bien après arrêt de ces activités. Et dans ce cas, pas mal de programmes qui ont été mis en place au niveau de plusieurs commissions au Maroc, que ce soit international, pour assurer la continuité. Mais là, la responsabilité n'incombe pas uniquement à l'entreprise. Bien sûr. C'est la responsabilité de l'État également. Il y a toute la question sur le régime fiscal, toute la question sur les ressources auxquelles l'entreprise, quel est le retour de toute la contribution de l'entreprise à la communauté locale. Donc c'est des questions qui sont très très riches de débats qui peuvent aligner. Juste, je terminerai par un mot, juste un benchmark au niveau de notre entreprise. La démarche, parce que nous sommes un groupe qui travaille en Afrique subsaharienne, nous sommes très présents dans les pays africains. D'ailleurs, c'est l'idée pourquoi on a lié, même au niveau organisationnel, la RSE et les ressources humaines à l'international, en termes d'intégration des cadres internationaux dans notre structure et en termes d'implantation. La démarche que nous avons construite au Maroc, basée sur le standard international. Pourquoi? Parce que les projets nécessitent des financements internationaux. Donc avant de financer un projet, tu as la due diligence qui arrive et qui t'oblige à être sur ce standard. Nous transmettons toute cette démarche au niveau de tous les pays d'implantation pour éviter tout problème. Excusez-moi si j'étais là. Pas du tout, mais merci beaucoup pour ce témoignage très instructif. Donc c'est bien, il y a quand même des aspects positifs. Alors, avant de conclure, je voudrais voir si quelqu'un a des questions ou des remarques ou dans le public. Monsieur Khelfaoui. Non, Khelfaoui, pardon. مكتبش. C'est court, on est désolé, on aurait voulu parler un peu plus, mais c'est le temps. Mais à continuer. Bonjour, je voudrais qu'on parle un petit peu du cas de Jarada, des mines de Jarada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi on en est arrivé là et quelles sont les solutions recommandées? Est-ce que c'est un cas d'école là aussi dans ce domaine? Merci. André, parce que je suis dans le secteur. Parce que la Jarada, c'est pas manager. Bon, Jarada, c'est un cas illustrant le cas des programmes post-fermeture. C'est un cas illustrant ce que j'ai décortiqué en 3 phases. J'ai parlé en amont, pendant et après. Et là, j'ai fait allusion, quand j'ai dit la responsabilité de tous les acteurs, c'est là, je n'ai pas donné l'exemple, mais c'est clair que c'est un des exemples qui sont illustrants. Pour le cas de Jarada, je sais qu'au niveau, en discutant avec les collègues, au niveau de la Fédération de l'industrie minérale et les entreprises, il y avait un plan, mais le suivi des déroulements de ce plan qui n'a pas abouti. Il y avait des fonds qui étaient réservés, il y avait pas mal de choses qui étaient planifiées.
Mais le problème, c'est-à-dire pour Jarada, c'est une situation, je crois qu'il y a maintenant beaucoup de discussions au niveau du gouvernement pour prendre les mesures nécessaires pour répondre aux besoins. Mais si vous voulez un avis personnel, mon avis personnel, telles que soient les solutions qu'on peut proposer maintenant, ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que tu as déjà développé une ville dépendant d'une seule activité. Là, l'idée, comment saisir l'opportunité de la présence d'une activité économique qui est la mine, soit à Jarada ou ailleurs, et développer des emplois alternatifs et développer d'autres activités économiques beaucoup plus pérennes. Et c'est ça l'écosystème. Parce que sinon, tu peux remédier en apportant des solutions curatives, mais être préventif, c'est la meilleure solution pour résoudre. Et nous avons des cas, pour nous, si vous pouvez la question à Menagem, il y a la commune de Blida, que Zinabi connaît très bien. C'est une commune, après la fermeture, l'arrêt temporaire d'une activité, elle a été classée parmi les communes les plus pauvres dans le recensement de 1994. La reprise de l'activité, elle a changé tout l'écosystème de la commune. Maintenant, quel est le rôle des instances au niveau de la province, de l'INDH, du conseil provincial, de la collectivité locale, de la société civile, avec l'entreprise? On est disposé à contribuer, mais non pas à substituer le rôle de l'État. Sans qu'il y ait de ce. Quand il y a la substitution du rôle de l'État entre la relation entre l'entreprise et la communauté, ça induit automatiquement des situations comme je l'ai. Merci Sirki Sami pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou des remarques ou... Concernant bien sûr le cas de Jarada actuellement, c'est un cas qui est aussi un cas de droit, parce qu'il y a les droits économiques et sociaux de la région de Jarada et de Jarada elle-même. Et comme tout le monde sait, c'est qu'à un certain moment, il y avait il y avait des problèmes de mines. Et il y avait, je me rappelle, à un certain moment, tout un travail, ou sinon tout un suivi au niveau international de cette région. Il y a eu bien sûr une négociation où les syndicats étaient présents. Et il y avait bien sûr un plan de développement de la région. Et ce plan de développement de la région était comment, lorsqu'on fermera bien sûr les mines de Jarada, qui apparemment jusqu'à maintenant ne sont pas fermées, parce que ce qui s'est passé nous pousse bien sûr à réfléchir lorsqu'on dit fermer une mine ou quelque chose, il faut assurer bien sûr le mode de comment le fermer. Aussi il y a des problèmes politiques là-dedans, et puis j'en passe, on n'a pas envie d'en parler. Mais le problème qui s'est posé, c'est que les autorités publiques n'ont pas pu mettre en place un plan de développement et trouver d'autres ressources alternatives et d'autres économies alternatives pour la région. Et nous, en tant que Confédération démocratique du travail, et comme vous le savez, nous nous trouvons à la Chambre des conseillers. Donc nous aurons très bientôt une réunion avec Monsieur Ramid, ministre des Droits de l'Homme, justement pour parler des droits économiques et sociaux de cette région et de pas mal d'autres régions qui sont Jarada, notamment Tet El Hajj et d'autres, où il y a eu bien sûr les populations ont commencé à présenter leurs doléances et leurs revendications qui ont un sens de droits économiques et sociaux. Et c'est pour cela qu'à chaque fois quand on parle des droits de l'homme, moi j'ai toujours parlé du rôle des syndicats qui est très important, parce que ce sont des médiateurs, ils jouent un rôle de médiation, ils jouent un rôle aussi d'intermédiaire, et qui pourraient bien sûr présenter des doléances. Et aussi il n'y a pas seulement comme présenter des doléances, et aussi se soulever ou bien revendiquer le comment. Et c'est pour cela que l'on dit qu'il faut renforcer la présence des syndicats et bien sûr les autres organisations d'autres ONG qui opèrent dans d'autres domaines. Comme ça, nous aurons toutes nos revendications et toutes nos doléances seront organisées et priorisées.
Et bien sûr, ça reste toujours un cas de droit de l'homme concernant aussi ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Saad Eltef, concernant justement tout travail qui doit se faire, ou tout investissement quel qu'il soit, doit prendre en considération, bien sûr, les droits économiques, sociaux et environnementaux du pays, et qu'elle soit un investissement national ou un investissement international. Et l'écoute de la population, parce qu'il y a une intelligence. Nous avons eu un problème dernièrement d'eau. Et donc, quand il y a un investissement, ça les gens doivent le savoir et les autorités publiques doivent le savoir, quand il y a un investissement international, il y a un instrument qui est l'Inspection Panel de la Banque mondiale qui suit et qui présente les pays qui sont concernés et les cas qui sont concernés et qui statuent, quelque chose dont on n'a pas besoin bien sûr au niveau du Maroc. Concernant aussi un autre point qui est très important dans ce qu'on appelle les droits de l'homme dans l'entreprise, c'est la liberté syndicale. C'est un parmi les points les plus importants. La liberté syndicale et la liberté d'organisation et le dialogue social. Et je n'arrêterai jamais de dire les conventions collectives. Parce que les conventions collectives, elles assurent les droits des uns et des autres. C'est-à-dire le droit du travailleur et le droit du patronat. Parce que les syndicats s'intéressent aussi à la prospérité de l'entreprise. Une entreprise prospère, c'est une entreprise qui fait des gains et des profits. Okay. Et ces profits doivent bien sûr avoir le résultat sur la population et les ouvriers et la population, le peuple au sens large. Merci. Merci Madame Hirsch. Donc on a compris, il s'agit aussi quand même de renforcer la présence des syndicats et le rôle des syndicats. Monsieur Chaker, vous, d'un point de vue juste très rapidement pour conclure, d'un point de vue, si je puis dire, de la société civile, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme recommandation ou demander, ou quelles sont les suggestions que vous pouvez nous faire pour faciliter l'accès des victimes de violations des droits de l'homme? D'abord, la consultation des habitants de chaque lieu où ça va s'implanter un projet de ce genre, quel que soit le projet. D'abord ça, et pas seulement se fier de ce qu'ils proposent les communes, parce que vraiment les communes, la majorité des communes dans le monde rural, vous savez bien leur état, comment il marche. La société civile, c'est son rôle de pousser les choses, de vouloir s'imposer pour être un interlocuteur valable. Et il y a aussi des problèmes, c'est quand il y a un projet comme l'autoroute, on fait des plaintes, on donne des requêtes, mais il informe qu'on ne peut pas avoir des réponses avant que ça se finisse. Et quand ça finit, alors là, les chemins deviennent beaucoup plus compliqués. Très bien. C'est donc il faut. Donc le dialogue avec les communautés locales, les riverains et le. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup. Pour conclure, Sirki Sami, est-ce que vous avez des recommandations, des suggestions? Je voudrais bien, si vous permettez, demander à monsieur sur le problème d'imiter. Est-ce qu'on pourra en parler hors débat, parce qu'on a un débat qui arrive dans 5 minutes, mais on pourra continuer le débat hors. On peut discuter du problème des médailles tout de suite, il n'y a pas de souci. Le problème Non, pas tout de suite, après l'atelier. Je terminerai par une seule idée. Qui représente la communauté? Ça, c'est important, c'est un sujet de débat aussi. Les communes, oui, mais c'est des collectivités locales, ce sont des institutions. Il y a des communes que nous avons sollicitées pour contribuer. Il y a les plans d'action communaux. Et là, c'est le plaidoyer de la société civile auprès de ces communes pour qu'il y ait des mécanismes. Les communes assurent des instances de dialogue
en associant la société civile et ne pas mettre l'ordre, parce que je ne peux pas traiter avec la société civile indépendamment des institutions qui sont à côté. Et je ne peux pas travailler avec les institutions indépendamment de la société civile. Voilà, donc il y a la question de la représentativité des parties prenantes. Le cours d'investissement prévoit l'écoute. Oui, de dialogue avec les parties prenantes, d'accord. Exact. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Shukran, tanshkarkom ala al-hudur, shukran. Et j'espère que ce débat aura une suite concrète. Merci beaucoup. Merci pour les participants d'avoir été là. Merci.